Il est 14h, on enregistre à 15h, Mou, c'est notre 4e mois, c'est Noël, faut qu'on frappe fort. T'as quoi toi ? La flemme. Ok, la flemme, t'as rien foutu quoi. La flemme, je te dis. Bon, moi aussi j'ai la flemme. N'empêche que si on n'a pas de bons sujets, on va les perdre. Déjà qu'on n'a pas beaucoup de personnes qui nous écoutent. Mais je te dis que j'ai la flemme. Wow. Ok, pas besoin de t'énerver. On peut parler du harcèlement scolaire, c'est bien le harcèlement scolaire si tu veux. Ou du marché des pistaches en Espagne. T'aimes bien ça toi les pistaches, non ? La flemme. Oh et puis merde. La flemme, le sujet. On va faire le sujet sur la flemme. Ah. J'aime bien les pistaches. Bienvenue dans Duo et Débat, l'émission qui sent bon les chaussettes dépareillées. Bonsoir les bosseurs, bonjour les chômeurs. Retrouvez-nous au coin du feu, sous votre plaid, une bonne tisane bien chaude entre les mains. Une nouvelle fois, et comme chaque mois, nous nous acharnons à combler le pantagruélique appétit de vos ouïes si curieuses. En ce frais mois de décembre, nous vous proposons une émission de fin d'année chaleureuse et réconfortante, comme un rappel de vos siestes sous le soleil après un barbecue arrosé du cœur de l'été. Alors quoi de mieux pour se prélasser qu'un débat sur ce sentiment qui nous traverse tous de temps en temps et qui nous pousse souvent à préférer le fond de notre canapé que les baskets de footing. Vous l'aurez compris, ce mois-ci, nous laissons place à la flémingite aiguë, la douce inertie paresseuse, l'art subtil de l'apathie, j'ai nommé la flemme. Bref, je suis déjà éreinté par cette intro. J'en appelle donc à mon cher duo. Mou, comment ça flegme chez toi ? Eh ben ça flegme bien. Ça flegme bien. Bonjour Boobs. Et oui, en effet, Salut. on va se concentrer sur la flemme et sur toutes ses implications en ce mois de décembre. Et on vous souhaite d'ailleurs un joyeux Noël, puisque notre épisode doit sortir aux alentours de Noël. Exactement, et bonne fête de fin d'année à tous. Et comme j'ai la flemme de faire un sommaire cette fois-ci, je vous propose qu'on passe direct au brève. Avec moi, les histoires d'amour ne s'écrivent pas dans le temps, ce sont des histoires courtes, compactes, passionnelles. Première brève, et avant de parler de la flemme, on va parler de sexe, mais pas n'importe comment, et surtout couvert. En effet, à partir du 1er janvier, les préservatifs seront gratuits en pharmacie pour les 18-25 ans, et même les mineurs, si on croit les récentes déclarations du président Macron, mais en l'occurrence, c'est pas encore... j'ai pas vu de confirmation là-dessus. Cette annonce, elle vient renforcer le plan 2023 qui permettra notamment la contraception gratuite pour les jeunes femmes jusqu'à 25 ans, la gratuité de la pilule du lendemain également, ou la contraception d'urgence en règle générale. Je ne sais pas s'il y a d'autres moyens, mais en tout cas la pilule du lendemain, et la prise en charge des tests de dépistage à 100% pour cette même population. C'est une annonce forte, mais qui est quand même nuancée parce que c'était déjà gratuit, mais c'était gratuit sur ordonnance. C'est une étape supplémentaire de simplification et de sûreté, enfin de sécurité, de sécurité sanitaire. Je dirais que c'est une mesure de pouvoir d'achat pour notre jeunesse pleine d'hormones et de sébum. Exactement, on ne le rappelle pas assez, mais sortez couverts. Sortez couverts. Et sans transition, deuxième brève du mois, The Winner Is pour cette année 2022, Elden Ring. Mais de quoi parle le jeu ? Eh bien justement, je parle de jeu, pour changer. En effet, en ce début du mois de décembre se tenaient comme chaque année les Game Awards, équivalent des Oscars du jeu vidéo. Et comme vous l'aurez compris, c'est donc la superbe production du studio japonais From Software, j'ai nommé Elden Ring, qui remporte le prix de jeu de l'année, ou GOTY, comme le disent les gamers, Game of the Year. Et j'en suis ravi, car c'était mon choix aussi pour cette année. Il faut dire que le dernier bébé des papas de Dark Souls, en plus d'être excellent, mérite amplement cette récompense, vu qu'il remporte d'ailleurs 3 autres prix pendant cette cérémonie. Le meilleur RPG, la meilleure réalisation et la meilleure direction artistique. Et je trouve que c'est amplement mérité. Selon mon ami complètement objectif, ce jeu est une masterclass incroyablement bien pensée, et je pèse mes mots. Elden Ring rejoint donc le God of War de 2018, le fameux The Witcher 3, GTA 5, Skyrim ou encore Zelda Breath of the Wild, tout en haut du panthéon des jeux vidéo. Petite mention spéciale au jeu indépendant Stray de Blue 12 Studio, Cocorico, c'est des Français, qui remportent à la fois le prix du meilleur premier jeu indé et du meilleur jeu indé. On en reparle dans les bonbons d'ailleurs. Pas mal, hein, c'est français. Exactement. Sans transition toujours, je me dois de vous faire un aveu choquant sur mon cher Boobs et moi-même. On va parler de sport auto.
puisque c'est officiel depuis le 14 décembre, le Français Frédéric Vasseur prend la tête de la prestigieuse écurie de Formule 1 Ferrari, après des années passées en Formule 2, sorte de division des jeunes de la F1, puis récemment en tant que patron de l'écurie suisse Alfa Romeo Sauber, qu'il a récupéré au fond du fait tout, quoi. Et qui en a fait une solide écurie du milieu de tableau. Cette année, ils ont fini 6e sur les 10 écuries engagées. Il remplace Mattia Binotto, alias Mathieu Binotto, comme j'aime bien l'appeler, au sein de l'écurie italienne Ferrari. Et il y a un gros défi qui l'attend, puisque cette année, après avoir été favoris au bout des 3 premières courses, ils se sont complètement effondrés et se sont pris dans les pieds dans le tapis tout seuls. Ils ont fini tout juste 2e, juste devant Mercedes et très loin derrière Red Bull. Donc oui, on peut quitter son taf pour des raisons écologiques et quand même regarder à corps défendant la Formule 1. Nous sommes tous paradoxaux, ou paradoxal, je sais pas comment on dit, pour être flatteur, ou alors empreint de mauvaise foi, diront les plus fervents de mes détracteurs. Oui Thibaut, je pense à toi. En effet, et je te rejoins là-dessus, et c'est un aveu que je fais moi-même. C'est vrai qu'on aime faire attention à la planète, mais on aime aussi voir des vroom vroom très puissants nous passer devant les yeux à 300 km/h. Ouais. Comme quoi, personne n'est parfait. Personne n'est parfait. Et en parlant de ça, justement, pendant que le monde brûle et que la planète est dans la merde, un milliardaire japonais prépare au KLM son voyage autour de la Lune avec, entre autres, un artiste star de K-pop, T.O.P, et 7 autres invités VIP à bord d'un vaisseau spatial de l'entreprise de SpaceX. Alors, c'est en 2018 que notre protagoniste Yusaku Maezawa a acheté l'ensemble des 12 sièges du vaisseau spatial qui décollera, selon les informations et selon ce très cher milliardaire, en 2023. Ça paraît un peu optimiste selon les experts de la NASA, mais en tout cas c'est prévu, il a déjà payé son voyage. Ce milliardaire, dont le magazine Forbes estime la fortune à 1,9 milliard de dollars, il sera potentiellement rejoint dans son aventure autour de la Lune par le DJ américain Steve Aoki, le cinéaste Brendan Hall, le youtubeur Tim Dodd. Les derniers membres de cet équipage devraient être le photographe britannique Karim Illia, l'acteur indien Dev Joshi, l'artiste tchèque Yemi Ade et la photographe irlandaise Rhiannon Adam. Et il y a plein de gens qu'on ne connaît pas finalement. Exactement, et qui ont l'air d'être tous très riches. Il faut savoir qu'il y a quand même des remplaçants, au cas où l'une de ces 12 personnes viendraient à avoir un problème de gastro avant de prendre l'avion, enfin la fusée. Au prix de la place, ouais, tu prévois des remplaçants. Donc potentiellement la snowboardeuse olympique Kathleen Farrington et la danseuse japonaise Miyu ont été choisies comme potentielles remplaçantes. Il faut savoir que donc, ce monsieur qui a acheté toutes les places a commencé à recevoir des candidatures du monde entier en mars 2021. Et c'est un habitué de ce genre de choses, parce que ce sera son 2e voyage dans l'espace. Il a déjà fait un voyage de 12 jours dans la Station spatiale internationale. Il y allait avec le vaisseau russe Soyouz l'année dernière. On ne sait pas à peu près combien ça a coûté, mais il y a des gens qui disent que la première expérience lui a coûté déjà la bagatelle de 80 millions de dollars, sans compter les 12 places du coup, qu'il a achetées pour son voyage autour de la Lune. Voilà. Donc pensez-y quand vous devrez éteindre le courant chez vous cet hiver pour faire des économies d'énergie. Petite pensée pour ce cher monsieur Yusaku Maezawa qui a l'air de ne pas avoir les mêmes soucis que le français moyen. C'est quoi déjà je baisse, je décale ouais. Je baisse, je décale, je prends la fusée pour aller faire le tour de la Lune. Ils avaient oublié de dire ça à EDF. Et c'est l'heure des bonbons. Je vous ai apporté de bonbons. Parce que les fleurs, c'est que ça. Puis les bonbons, c'est tellement bon. Puis que les fleurs soient plus présentables. Surtout quand elles sont dans... Alors pour ces bonbons du mois, en cette fin d'année, je vous propose pour ma part 3 recommandations pour Noël, si vous êtes à la bourre pour vos cadeaux. Je vais commencer par une recommandation bouquin. Je vous propose le roman graphique Everything de Christopher Cantwell, Nicolas Beaujouan et Yann Kublar chez 404 éditions. C'est une nouvelle forme de roman graphique qui est à la croisée entre Twin Peaks et la série Leftovers, avec un petit peu de Stranger Things. On est dans le Michigan des années 80. C'est un comics très très pop art dans son style graphique qui détonne par son ton à la fois intriguant et dérangeant. On y suit les aventures des habitants d'une petite ville paumée de l'Amérique profonde où un nouveau centre commercial, temple de la surconsommation, vient de s'installer.
Everything, c'est le nom de l'endroit, sera au centre d'une intrigue à mi-chemin entre le thriller fantastique et la science-fiction teintée d'enjeux de société. Je recommande fortement, j'ai adoré, c'est un très bel objet. Vous le trouvez pour environ 25 € dans toutes les bonnes librairies, au rayon BD, au roman graphique. C'est un très bel objet de 264 pages et je remercie mes chers amis Mou et Liv qui m'ont fait ce cadeau il y a quelques mois. Mais de rien. Ensuite, je vais vous recommander quelque chose d'un peu plus musical pour vos petites esgourdes. Je vous propose le disque qui est sorti cette année, le second album Reborn de Kavinsky, en tout cas le second gros album. Alors je suis un peu le cul entre deux enceintes pour vous faire cette recommandation, car cet album est très bon. Je l'écoute en boucle depuis quelques temps, et pourtant je suis pas du tout fan de la personne, Kavinsky. Il n'a pas une très bonne réputation en plus dans le milieu, mais bon. 2022 a signé le grand retour du DJ français qui nous avait pas donné de nouvelles depuis 9 ans. Son fameux premier album et succès international Outrun, on se souvient tous de Nightcall, le célèbre morceau du film Drive. Et ben là, il revient maintenant avec Reborn, c'est le cas de le dire. C'est un album qui sent à plein nez la synthwave des 80s, hein. Comme à son habitude, c'est l'album parfait à écouter la nuit en bagnole. Ça a été un peu revisité à la sauce 2022. Il y a beaucoup de sons originaux et surtout il y a des feats qui sont épiques, que ce soit dans le style lounge, dans le style un peu plus justement rétro new wave. Notamment, je citerai Goodbye avec Sébastien Tellier ou Renegade avec Cautious Clay qui sont incroyables. Donc toujours parfait pour écouter pendant des longues séances de travail par exemple. C'est de la bonne électro posée, un peu rétro, j'aime beaucoup. Et j'en profite pour glisser ça ici, mais vous pouvez retrouver chaque mois des recommandations musicales sur les albums du moment. Je vous invite à suivre le compte Instagram d'un copain Sound Capture, donc SOUNDCAPTURE sur Instagram. C'est du très très pointu, c'est du très bon. Chaque mois, il vous fait une analyse d'à peu près 5 albums qui sont sortis dans le mois avec ses recommandations et ses avis. Et d'ailleurs, je lui ai demandé cette année, sous le sapin, il vous recommande l'album de l'artiste espagnole Rosalía, sorti cette année, qui selon lui est l'un des albums de l'année. Et pour finir, vous l'aurez compris, l'une de mes passions, c'est les jeux vidéo. Je ne pouvais pas vous faire de recommandations pour Noël sans parler de jeux vidéo. Et je vous recommande du coup le jeu Stray, S-T-R-A-Y, dispo sur PS4, PS5 et sur PC, qui est sorti en juillet 2022. Dans ce jeu d'aventure, vous incarnez un petit chat tout mignon dans un univers de science-fiction un peu post-apocalyptique. Pardon, je vais y arriver. Il n'est pas passé là. Ouais, il n'est pas passé le post-apocalyptique. Bref, dans un univers post-apocalyptique riche, coloré et un peu mélancolique. Donc je recommande ce jeu pour petits et grands, car il est très très agréable à jouer, le scénario est très cool, la direction artistique, elle est fraîche, c'est vraiment assez joli, le gameplay est assez intuitif, il y a peu de jeux où on joue un chat qui se mouvoie comme un chat, qui se meut. Qui bouge comme un chat, quoi. Ouais. Et contrairement à Elden Ring, donc je parlais plus tôt, je conseille vraiment Stray à tout le monde, même des joueurs très occasionnels, des enfants, etc. Parce que contrairement au GOTY de cette année, qui est fait vraiment pour les joueurs chevronnés, Stray plaira à toute la famille et c'est une très belle petite histoire. Vous le trouvez pour 30 € environ sur PlayStation et sur Steam pour les joueurs PC. Eh ben merci beaucoup Boobs pour tes recommandations et je vais m'empresser de faire la mienne puisque je vais parler d'un jeu de société pour ma part qui est le jeu Antifa, qui est un jeu assez classique avec comme trame de fond la lutte sociale et la lutte contre l'extrême droite dans l'opinion publique, contre les fascistes quoi, Antifa. C'est une lutte compliquée en ce moment quand on voit les audiences de CNews, d'Hanouna et les chiffres des dernières présidentielles. Bon, il faut lutter contre l'obscurantisme complotiste de nos chers médias et globalement de pas mal de partis d'opposition. La polémique est née avec à la base un tweet du très célèbre Grégoire de Fournaze, donc député RN, qui a fait un tweet citant les cases de ce jeu-là. Donc, par exemple, case 1, je bloque une fac. Case 2, je tabasse un militant de droite. Case 3, j'attaque un meeting du RN, etc. En disant,
en taguant la Fnac et en disant la Fnac, vous n'avez pas honte de vendre ce jeu Antifa. Et en fait, en l'occurrence, c'est une complète affabulation puisque ces cases n'existent pas dans le jeu. Oui, vu que c'est un jeu de cartes. C'est un jeu de cartes, mais alors déjà, c'est un jeu de cartes. Et en plus de ça, ces cases n'existent pas dans le jeu en lui-même. Ces phrases n'existent pas. Donc c'était de la désinformation. Ce cher monsieur qui était déjà tristement célèbre pour avoir dit qu'il rentre en Afrique, un député, qui défendait les migrants, s'est défendu en disant oui, mais vous avez compris l'idée. De toute façon, je suis content. La Fnac a retiré le jeu de la vente. Mais donc la Fnac, à la base, a retiré le jeu de la vente. Et en l'occurrence, ça fait beaucoup parler, puisque la Fnac a été fondée par un ancien Antifa. Exactement. Qui lui-même était résistant, qui était proche des mouvements communistes antifascistes. Plutôt rouge, voire très très rouge. Voilà, très rouge. Et la Fnac qui vend, en l'occurrence, des livres, et qui se veut comme défenseuse de la liberté d'expression, qui vend des livres comme Mein Kampf commenté, qui est ressorti l'année dernière, ou encore Le Grand Remplacement de Renaud Camus, grande inspiration pour le fantasme d'extrême droite actuelle. Et à titre personnel, je trouve pas ça ultra choquant que ce soit vendu, puisque c'est la liberté d'expression. Je vais citer une grande phrase qui dit je ne suis pas d'accord avec vous, mais je me battrai pour que vous ayez le droit de le dire. Complètement. En l'occurrence, tant que c'est pas interdit par la loi, à la limite, j'ai pas de souci à ce que ce soit vendu. Mais justement, ça pose problème, puisque la Fnac avait retiré de la vente pour, selon leurs propos, analyser le jeu et voir si il est vraiment scandaleux ou pas. Et donc ils ont juste ouvert la boîte, quoi. Ils sont allés voir ce qu'il y avait dedans. Ils l'ont remis en vente. Ce à quoi Louis Alliot, donc député RN également, a dit que lui boycotterait la Fnac tant que ce jeu ne serait pas retiré de nouveau des rayons, et il n'a pas eu à attendre longtemps puisque le jeu est juste en rupture de stock parce que ça a fait une pub énorme pour le jeu. Donc je vous le recommande. Apparemment, il est assez sympathique. Ce sera pas pour Noël malheureusement, mais vous pouvez l'acheter peut-être pour le mois de janvier ou pour un anniversaire ou pour Noël de l'année prochaine. Je suis complètement d'accord. Et moi, Soyez rigolo, mangez un facho. Exactement. Exactement. Bon, on va finir sur cette phrase, je crois, incroyable. Je reviens juste sur ce que tu as dit. Je crois que c'est très, très, très important de dire que quel que soit le contenu de ce genre d'œuvre, au final, c'est un jeu, un bouquin, etc. La liberté d'expression et la liberté de se cultiver. Tant que c'est dans le cadre de la loi. Exactement. Moi, je suis un peu déçu que Grégoire de Fournas n'ait pas été plus puni pour son tweet qui est complètement faux. Si encore il avait cité le jeu, je comprends qu'il ne soit pas d'accord avec. Il s'est senti un peu visé. Mais là, il y a diffamation complètement. J'espère juste une chose, et si les créateurs... Qui crèvent tous en enfer. Non, si les créateurs du jeu nous entendent, faites un DLC et une extension spéciale Grégoire de Fournas. Spécial député RN. Ça serait incroyable. Et bien sur ce, je pense qu'il est temps de passer à notre débat. À notre débat, mais Boops, j'ai un peu la flemme. Ouais, moi aussi. C'est pas avec ce genre de phrases bateau et consensuelles qu'on va faire évoluer le débat. Camille, c'est pour dire des conneries pareilles, ça vaut mieux que tu fermes ta gueule, hein. T'as pas envie des fois de pas rien faire? Non. Ouais, non, pareil. La seule alternative que vous me proposez? Rien branler de la journée ou des concours de paix? Ok, 4e émission, 4e mois, bas les masques. Vous avez compris que nous sommes des flemmards invétérés, lève-tard, partisans du moitié fait, moitié à faire. Mais qu'est-ce que la flemme au fait? J'irais bien voir la définition, mais bon, demain. Alors je vais me contenter de ma définition, et ce sera assez, non? Le fait de ne pas vouloir faire quelque chose que je n'ai pas envie de faire. Ça ne nous avance pas, mais j'en suis pas si sûr. Parce que l'envie est au centre de tout. Et c'est le centre de mon propos aussi. Donc faites avec. L'envie, c'est une des deux seules forces qui nous fait avancer dans nos vies, avec la peur. Soit j'ai envie d'être riche, soit j'ai peur d'être pauvre. Soit j'ai envie d'aller au théâtre, soit j'ai peur de passer à côté de quelque chose d'extraordinaire. Soit j'ai envie d'aller faire des courses, soit j'ai peur que ma femme rentre et me regarde d'un air de dire « Vraiment, t'as rien fait de ta journée? Même pas les courses ?» Une sorte de guerre interne permanente. Jamais complètement gagné, ni jamais complètement perdu. Surtout pas perdu. Car c'est là que je veux en venir. La flemme, c'est aussi l'apologie de l'optimisme, du faire après, car on peut. C'est le luxe de se dire que si je ne le fais pas maintenant, il y aura toujours un moment pour le faire, pour le dire. Peut-être est-ce faux, illusoire, voire même se masquer les yeux et se mettre tout seul un peu dans la purée.
Mais ça reste un luxe qui, quand il n'est pas au-dessus de nos moyens, est un confort que l'on ne peut pas nier. Alors la flemme doit-elle diriger nos vies ? Et finalement, ne le fait-elle pas déjà ? Dans une époque de sursollicitation, d'envie de tout de suite, tout le temps, dans une roue inarrêtable de productivité, de consommation, la flemme n'est-elle pas le dernier recours, notre dernier recours, à nous, la génération Y, pour affirmer notre différence sans se mettre en danger politiquement, socialement ou encore économiquement ? La flemme, c'est l'art de croire que sans le faire, tout ira quand même. L'humilité de se dire que le monde ne dépend pas de nous et que seuls nous-mêmes dépendons de nous. L'art enfin de se dire que c'est parfois du néant qu'on crée, que l'on se relève et que finalement la flemme est peut-être bien à l'origine de l'art, avant d'être lui-même un art. Boobs, je te propose qu'on démarre tout de suite avec la première question de ce débat. Sommes-nous une génération de flemmards ? J'ai la flemme un peu de répondre à ça. Ça merci serait pas une à tous réponse de en nous soi. avoir écoutés. Merci. À plus. Non. Alors, c'est une question en fait qui est plutôt d'actualité. On s'en est rendu compte après avoir eu cette idée. C'est qu'il y a une étude de la Fondation Jean Jaurès du coup, qui est sortie au mois de novembre qui parle d'une épidémie de C'est vrai, on y a pensé d'abord, d'accord ? Ouais, c'était nous la première idée. Ouais. Jean Jaurès, emballe tes barricades. Non. Ce que je veux dire, moi, c'est le que... cours d'histoire à pas cher. Exactement. C'est que derrière cette question, avant de répondre par oui ou par non, même si moi je suis plutôt d'accord sur le fait qu'on est en effet une génération qui laisse plus sa place à la flemme que les générations précédentes, il ne faut pas oublier quelque chose. Je pense qu'on est souvent jugé, au travail en tout cas, pas par une génération qui est la nôtre. C'est-à-dire que on va souvent nous renvoyer l'image dans les médias, dans les études, dans les retours qu'on a et dans les analyses du monde du travail des autres générations que de celle dans laquelle on fait partie. Ce que je veux dire, c'est que moi, tout ce que j'ai lu et entendu sur le fait que la génération Y et celle d'après, donc les millennials et la génération Z sont des générations de flemmards, de feignants, d'insatisfaits en tout cas, c'est plutôt des études et des observations qui ont été faites par les générations précédentes. Et avant de répondre à la question, moi, je voudrais revenir sur quelque chose qui est important pour moi, même si tu as eu la flemme de le faire dans ton intro, c'est que la flemme, qu'est-ce que c'est ? Il faut la définition de la flemme d'après le Larousse, c'est de la fainéantise, de la paresse. Si on regarde la vraie définition de paresse en français, c'est comportement de quelqu'un qui répugne à l'effort, au travail, à l'activité, qui a goût pour l'oisiveté. Et ensuite, on peut regarder du coup oisiveté, état de quelqu'un qui vit sans travailler et sans avoir d'occupation permanente. Et là, c'est important, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'occupations des nouvelles générations, notamment qui sont dues à une transformation sociétale de notre monde, avec toutes les crises qu'on a connues sur les 5 dernières années, notamment le Covid, pour ne parler que de ça, qui fait qu'il y a des comportements qui aujourd'hui sont vus comme plus fainéants, plus flemmards, voire même des économies, et on va en parler après dans la suite de notre débat, qui sont même en train de se créer autour de ce sentiment-là, mais qui sont vus souvent par des générations qui n'ont pas évolué. Je vais prendre un exemple tout simple avant de te laisser la parole là-dessus. Pour notre génération en tout cas, et je vais parler de quelque chose qui, moi, me parle beaucoup, c'est une activité, alors pas forcément dans le travail, mais des activités de loisirs qui aujourd'hui sont vues... Il va encore nous parler de jeux vidéo. Alors, pas que. Pas que, mais oui. Mais il y a des activités aujourd'hui de loisirs qui sont vues comme des activités de fainéants. Or, il faut... moi, je dis toujours la même chose quand quelqu'un me traite les joueurs de jeux vidéo de fainéants ou les gens qui passent leur vie sur YouTube de fainéants. C'est que dans les années 80, dans les années 70, moi, je vous présente quelqu'un qui passe sa journée à jouer aux échecs ou à jouer aux petits chevaux, il passe ses journées à faire ça. Alors, peut-être qu'il n'est pas très utile à la société, ça c'est un autre débat. Est-ce que les gens dans ces années-là l'auraient trouvé feignant, en tout cas flemmard ? Je ne pense pas, parce que c'est une activité du cerveau, comme peut l'être la peinture ou le dessin. Aujourd'hui, ou Excel par exemple. Aujourd'hui, le fait d'être derrière un écran et du coup de comparer toutes ces activités avec tous ces travaux qui ne se passent que assis, sédentaires, sur un canapé
ou un fauteuil derrière un bureau et devant un écran. Donc tu as cité le jeu vidéo, hein, mais c'est le jeu vidéo, écouter des podcasts, lire des articles sur Internet, Alors, tu veux etc. dire l'économie du divertissement, et toi tu considères que c'est une nouvelle forme de flemme finalement, le Alors, divertissement. Voilà, c'est pas une nouvelle forme de flemme, c'est que moi je suis un peu... j'en ai marre en fait qu'on associe ces choses-là à la flemme. C'est-à-dire que la société évolue, alors forcément on évolue vers plus de confort, forcément l'envie, la demande qui est au cœur au final du débat qu'on va avoir aujourd'hui, hein. C'est-à-dire que les gens ont de plus en plus envie de se faire plaisir. On est, et ça c'est prouvé hein, démographiquement, on tend de plus en plus vers une société de l'individualisme et du plaisir personnel. Donc forcément, les gens ont moins tendance de vouloir faire des efforts pénibles. Mais c'est le cas chez nous, en fait. Oui, complètement. Mais Chez nous, je veux dire en France, dans les pays qui nous ressemblent finalement. Je suis pas sûr que ce soit le cas ailleurs. Complètement. Mais est-ce que c'est, si tu veux, c'est l'apologie de la flemme? Moi, je ne pense pas, parce que on est une génération qui a de moins en moins envie de faire des efforts, et ça, j'en suis convaincu. Par contre, et là, je pense que tu vas me relancer avec la phrase de Bill Gates, mais dans cette volonté de faire de moins en moins d'efforts, on n'est pas forcément feignant. Qu'est-ce que t'en penses? Alors oui, la phrase de Bill Gates, je vais la donner du coup pour nos auditeurs. Je choisis une personne paresseuse pour un travail difficile, car une personne paresseuse va trouver un moyen facile de le faire. C'est une phrase de Bill Gates et que je trouve très pertinente et qui va un petit peu dans ton sens, c'est-à-dire de dire que la flemme est plutôt une composante de notre génération, mais qui a des qualités. Exactement. Et ben moi, je vais te citer des phrases que je trouve très intéressantes aussi. Je vais te citer une phrase par exemple, c'est: les jeunes d'aujourd'hui aiment le confort, l'argent et la paresse par-dessus le marché. Ils ne veulent plus se marier, ou s'ils sont mariés, élever une famille. C'est tout au plus s'ils se consentent à avoir 1 ou 2 enfants afin de mieux savourer le moment présent. Et ben ça, c'est une phrase qui a été prononcée par Polybe en 200 avant Jésus-Christ, entre 200 et 120 avant Jésus-Christ. Il n'y a pas que celle-ci, il y en a une autre qui est c'est la décadence, les enfants n'obéissent plus, le langage s'abîme, les mœurs s'avachissent. Puisse venir le jour où l'humanité coupable finira, où les enfants ne naîtront plus et tout bruit cessera sur la terre, où il n'y aura plus à lutter contre toutes les nuisances. Et ça c'est une phrase d'un sage égyptien en 3000 avant l'ère chrétienne, quoi. Incroyable. C'est une phrase qui a 5000 ans. Et systématiquement, je vous encourage à lire l'article de Slate qui parle très bien du sujet. Vous n'aimez pas les jeunes, c'est normal, ça fait 2500 ans qu'on les critique. Et c'est une phrase, c'est un ensemble de recueils de phrases qui, au fil des siècles, prouvent que systématiquement la génération suivante est vue comme une génération d'oisifs. Exactement. Et je ne pense pas que ce soit le cas, en fait. Je ne pense pas qu'on soit une génération qui soit plus fainéante que la précédente. Je pense qu'on est une génération qui, certes, a grandi avec des choses différentes, qui a grandi avec une économie du divertissement, etc. Mais je ne pense pas qu'on soit plus fainéant. Je ne pense pas que la flemme, ce soit propre à notre génération. Je pense que tout le monde est fainéant, finalement. C'est juste que on s'accommode ou pas avec ça. C'est-à-dire que quand tu dis qu'on a moins le goût de l'effort, je suis pas sûr. Je pense qu'on a juste moins de motivation à le faire. On a moins d'attrait. Voilà, d'attrait à ce que notre effort soit récompensé correctement. Et alors, je lisais un article du Monde qui disait: on paye 30 ans de plans sociaux, de fermeture d'entreprise et de chômage. C'est une question de contexte aussi. C'est-à-dire que pendant des années, par exemple les 30 Glorieuses, on a été dans une phase où le travail, c'était un moyen de s'accomplir, c'était un moyen d'évoluer, de grandir dans la société. Aujourd'hui, j'ai pas l'impression que ce soit ça l'impératif absolu. Et d'ailleurs, c'est ce que prouve l'étude que tu évoquais tout à l'heure, le titre de l'IFOP pour la Fondation Jean Jaurès. C'est que les gens se sentent moins motivés qu'avant. On a 40% des 25-34 ans qui se sentent moins motivés qu'avant le Covid. On a 21% chez les 65 ans et plus. Donc c'est vraiment une panne de perspective. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le lis. Un dernier point, c'est encore plus vrai à Paris et en Ile-de-France, donc population plutôt cadre, et enfin qui a une plus grande proportion de cadres et qui a plus mal vécu le confinement. Globalement, le Parisien et le Francilien a moins bien vécu le confinement, enfin les confinements successifs et la période Covid, parce que ce qui fait que tu habites à Paris, j'imagine que c'est le boulot, enfin j'imagine, j'ai été dans le cas, que c'est le boulot et puis c'est les sorties, etc. Si t'as plus ça, t'es enfermé dans un appartement de 30 mètres carrés à deux, au bout d'un moment tu pètes un câble. Et en l'occurrence, c'est 41% à Paris et c'est 29% dans les autres villes et 22% dans la ruralité.
C'est vrai, c'est vrai. Mais moi, tu vois, pour revenir à la question et pourquoi je suis plutôt d'accord avec juste la phrase quand on la prend sémantiquement, c'est-à-dire, est-on une génération de feignants ? Oui, mais dans le sens, selon moi, où on l'a plus appris à la maîtriser et où on a plus appris à faire avec. Pourquoi je dis ça ? À faire corps avec, finalement. Exactement. Tu l'as dit, il y a un chiffre qui est très intéressant de cette étude de la Fondation Jean Jaurès, c'est que la part de choses importantes dans la vie, quand on prend le travail par exemple, et ça rejoint un peu la première émission qu'on avait fait sur Vivement la retraite, le travail dans les années 90, c'était important pour plus de 60, très important dans leur vie pour plus de 60% de la population. C'est-à-dire que on peut réduire ça comme ça, il y avait beaucoup de gens jusqu'aux années 90 qui se définissaient par leur travail et qui estimaient que c'était une part très importante de leur vie. Aujourd'hui, donc en 2021, quand a été réalisée cette étude globale, on se rend compte que c'est quelque chose qui a perdu 36%. C'est-à-dire qu'il n'y a plus que 24% de la population, des actifs, qui trouvent que le travail est très important dans sa vie. Par contre, du coup, ce pourcentage a été transféré vers d'autres aspects de la vie que sont notamment les loisirs, les amis et les relations et la vie de famille. Du coup, on se rend compte, si tu veux, que notre génération, donc la génération des actifs de maintenant, en tout cas en plein dedans, et je pense que les générations d'après, parce qu'on sera sûrement les vieux cons qui parleront des jeunes des années 2030 en disant ils voudront plus rien foutre, etc. Enfin, je me vois en vieil aigri au bar avec mon ballon de rouge en 2042, je le vois. Mais ce que je veux dire, on sera c'est ensemble, on fera toujours du haut et débat. On fera toujours du haut et débat. Ce sera du Sauf que ce sera réac. Ce sera du haut au bar. Maintenant, c'est ça, on sera réac. On aura changé du haut et de des public. réacs. On aura changé de public. Non, mais voilà, ce que je veux dire. Non, le public, ce sera le même. Ils seront devenus réac avec nous. Réac aussi. Non, mais voilà, en fait, je pense qu'on a plus tendance à vouloir se concentrer sur des choses qui sont importantes pour nous, et c'est normal. Comme ces choses importantes pour nous ont changé, c'est-à-dire que maintenant, c'est plutôt le bien-être personnel, les loisirs et tout ce qu'il y a autour du travail. Oui, on va passer pour une génération plus feignante. Néanmoins, ce qu'on va faire par rapport aux autres générations, et c'est un peu ce que dit Bill Gates, mais ce que disaient aussi pas mal de gens, c'est que on va essayer de trouver des idées pour justement optimiser, j'allais dire, notre temps d'effort et notre temps de travail. Oui, et ça, on le voit dans la société. Je vais te dire quelque chose, c'est que souvent, notre génération, ou allez, un peu la génération avant aussi, a commencé à créer de plus en plus de business et d'idées qui ont pour vocation de nous simplifier la vie. Simplifier la vie, c'est, si je fais un parallèle, augmenter notre propension à être paresseux. Si aujourd'hui, je peux commander à bouffer depuis mon canapé avec mon téléphone dans la main sans même avoir à me lever pour décrocher le combiné fixe et appeler la pizzeria où il faut réfléchir à qu'est-ce que je vais dire au pizzaiolo, etc. et tout. Maintenant, tout est à portée de 3 clics littéralement pour arriver jusque chez moi. Si on a créé ça, c'est que le besoin était là, c'est que la demande en face y est. C'est qu'il y a une volonté de la société, en tout cas dans les sociétés occidentales, d'aller vers le moins d'efforts, en tout cas d'efforts qu'on n'estime pas importants. Et c'est ça que je voulais, sur ça que je voulais finir pour Finalement, ma partie. Tu es d'accord avec le philosophe français Jean-Jacques Rousseau qui disait que dormir et végéter et rester immobile était profondément de la nature humaine, quoi. Alors oui, déjà, tu prêches un convaincu, je pense que j'en suis un très très bon exemple, mais il faut décorréler deux choses. Et ça, on en parlera dans la deuxième partie. Il faut décorréler la flemme qui nous fait avoir après un sentiment de culpabilité, c'est-à-dire que là, il y a un problème, et je pense que c'est celle-là qu'il faut combattre et qu'on va développer dans l'autre partie de notre débat, et la volonté d'être de plus en plus efficient et de se concentrer que sur les tâches qui nous importent. Alors du coup, tu poses une bonne question, c'est la définition de la flemme. C'est-à-dire que est-ce que la flemme, c'est un état passager ou est-ce que c'est un état profond ? Moi, je considère plutôt que c'est un état passager, que c'est plutôt contextuel et que c'est en fonction de ce que tu as autour de toi. C'est en fonction de ta situation professionnelle. Je pense que c'est aussi beaucoup lié, enfin les chiffres que tu donnais tout à l'heure, à un désenchantement du monde. Je pense que la machine globalement est grippée, c'est-à-dire l'ascenseur social est grippé, que ce soit en France ou aux États-Unis, comme on le voit très bien. Je connais assez peu la situation dans les autres pays européens, mais j'imagine et j'extrapole, je pense qu'elle est assez proche de la situation en France.
Les attentats sur la période 2015-2017 ont fait très mal aussi à la population au niveau moral. Le Covid a fait énormément de mal au niveau moral à la population française. Il y a aujourd'hui la guerre, l'inflation. Je pense que les gens, ils ont juste plus envie de bosser parce qu'ils se disent aussi un petit peu à quoi bon, quoi, finalement. Et je pense que du coup, c'est un état passager. C'est un état qui est lié à ce qui nous entoure. Mais c'est pas notre nature profonde de vouloir rien faire. Je pense que si on ne fait rien, et je parle pas de lézarder sur le canapé à jouer à un jeu vidéo, je parle vraiment de construire des choses de ses mains, entre guillemets. C'est-à-dire que tu vois, toi, t'es un fainéant, mais je sais que dans ta vie perso, en ce moment, tu fais des travaux pour ton appartement, tu rénoves des trucs, tu retapes des trucs, et c'est hyper gratifiant pour toi. Et je pense que la flemme va à l'encontre un petit peu de ce que tu dis. Si tu passais ton temps à juste ne rien faire, au bout d'un moment, ça te taperait sur le système, quoi. Oui, mais je pense que ça, par contre, et c'est assez universel. Alors, je suis d'accord avec toi. Moi, je reviendrai, par contre, sur ce dernier point, je suis d'accord avec toi. Par contre, sur le fait que la flemme n'est qu'un état passager, je serais plus, j'allais dire, nuancé sur le fait que la flemme peut aussi être un état profond, et on revient un peu sur les trucs génération qu'on le disait, c'est-à-dire que je peux comprendre que la génération de maintenant par rapport aux générations du Moyen-Âge a un peu plus tendance à être feignant. Et je suis pas sûr de ça, moi. On n'a plus à aller chasser notre bouffe, on va pas mourir de faim. Au Moyen-Âge, on bossait moins d'heures par jour. C'était là justement que je veux en venir. C'est qu'on a transformé, si tu veux, la société. Et oui, on a un sentiment profond. Alors c'est peut-être pas la. Bon, il y avait la peste aussi, mais bon, on peut pas tout avoir. On a un sentiment profond de plus vouloir faire des efforts que l'on estime inutiles. Et ça, je peux le comprendre. C'est-à-dire que moi, j'ai un objectif, n'importe quoi. Je vais prendre un exemple du coup en construction, comme tu le dis. Mon objectif, c'est de poser mon carrelage. Il y a plein de techniques de poser le carrelage. Soit je pose le carrelage comme il le faisait dans les années 30, soit j'utilise des moyens et des outils qu'on a créés dans les générations pas que ce soit de la flemme, ça. D'après, pour que ça soit moins... Non, c'est pas de la flemme, mais plus que ça efficace. soit plus efficace, mais surtout que ça me demande moins d'efforts. Ça va me demander moins d'efforts physiquement, mentalement. Je vais suivre un tuto. À résultat égal, je suis d'accord que tu choisiras toujours la méthode la plus efficace, la plus qui te demande donc le moins d'efforts pour un résultat égal, quoi. Peut-être que ma méthode moderne va justement m'avoir demandé moins de temps, et du coup je pourrais plus me concentrer à avoir le temps de faire ce qui me plaît à côté, qui peut être rien faire. Donc c'est pour ça que je dis qu'il y a quelque chose de profond quand même dans la société. Mais en effet, est-ce que notre génération, on est des feignants ? Alors, non, si on s'arrête au brut, non, on n'est pas des paresseux, sinon le monde s'arrêterait. Et j'ai pas l'impression que le monde a l'air de s'arrêter quand on voit quand on voit les courbes de la croissance, quand on voit les courbes de l'évolution des technologies, etc. Ça, c'est la première chose. Et deuxième chose, ce qu'il faut souligner, c'est que notre génération, moi, je pense que on va être de plus en plus tourné vers comment j'arrive à mes objectifs sans que ça me demande des choses que je n'ai pas envie de faire. Et ça, j'ai l'impression que c'est une évolution logique de notre société, en tout cas, parce que le bonheur et l'individualisme, en tout cas... Toi, tu penses que le bonheur passe par l'oisiveté, du coup ? Pas forcément par l'oisiveté, en tout cas par moins d'efforts possibles. Oui, ça par contre j'en suis convaincu. C'est-à-dire que moi je suis pas persuadé. Je pense que le bonheur passe. Enfin, là pour le coup on part sur des débats encore plus macro, on va dire. Mm-hmm. Mais je pense que l'accomplissement, appelons-le comme ça, passe surtout par un accomplissement justement. Enfin, le fait de créer quelque chose. C'est-à-dire que peu importe la manière dont tu vas le créer, c'est-à-dire est-ce que c'est une manière très efficace ou pas. Si je veux me mettre à vendre des chaussures aujourd'hui. C'est quand même, on est d'accord, beaucoup plus facile qu'avant, sauf que du coup j'ai l'impression que plus de gens le font qu'avant. C'est-à-dire que tu trouves une usine qui te les fabrique, tu crées un site web, aujourd'hui créer un site web ça prend environ 10 minutes, et tu mets ton truc en ligne, tu as juste à dessiner tes plans, à voir avec les gars, en plus souvent c'est sur catalogue. Bref, c'est plus facile qu'avant, mais il y a quand même des gens qui le font, alors qu'il y a déjà des boîtes qui font ça. Je pense qu'il y a... Le fait de rendre les choses plus faciles, ça fait pas que les gens vont se contenter de faire autant avec... Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, je vois ce que tu veux dire, d'être
Bah oui, Je pense que l'augmentation de l'efficacité fait juste qu'on va faire plus et qu'on va pas et on va pas se contenter d'être oisif. Et je pense que limite c'est un mal, c'est-à-dire que le fait que la flemme ne nous dirige pas, c'est du coup un mal. Je pense que c'est ce qui est en train de ruiner la planète en l'occurrence. C'est-à-dire qu'on a toujours envie de plus. On est toujours dans une volonté dans un appétit constant d'avoir de nouveaux produits, de nouvelles choses à posséder, et que du coup ça nous entraîne dans un cycle où on produit plus et on détruit plus, etc. Et je pense que si on arrête cette roue-là, bah, ce sera en partie grâce à la flemme. Et je prône la flemme finalement. Alors, tu prends Mais je pense pas que oui, mais je ne pense pas que notre génération soit plus flemmarde que notre. Je pense que notre génération, étant assez éduquée en plus, le taux de personnes qui font des études augmente, et je pense que ça c'est plutôt une bonne nouvelle, parce que je pense qu'on est aussi une génération qui va peut-être se poser peut-être les mêmes questions que les générations précédentes, mais peut-être plus tôt. Je pense que la crise de la quarantaine, en gros, on l'a fait à 30 ans, nous. Mais je lisais un article du Monde, c'est toujours le même, qui disait que les jeunes, c'est bien connu. Alors en l'occurrence, c'est les plus jeunes que nous. Ils veulent plus bosser. Ils ont surtout la flemme d'avoir la flemme en réalité, puisque ils ont aucune flamme, aucun sens, et ils sont 37% des 18-24 ans à être angoissés à l'idée de s'ennuyer ou d'être désintéressés dans le travail qu'ils vont trouver le jour où ils sont sur le marché de l'emploi. 37%. Bonne chance, les gars. Ils ont la flemme d'avoir la flemme. Oui. C'est-à-dire qu'ils sont déjà conscients. Je pense que c'est aussi par notre génération, par le fait qu'on leur raconte. Enfin, tu vois, ils voient à la télé ou dans les médias le nombre de gens qui font des burn-out, le nombre de gens qui font des arrêts. Et je pense que finalement, générationnellement, c'est nos petits frères. Donc, ils voient un peu ce qui se passe pour nous. Ils voient un peu que nous, on n'est pas super, super contents de manière générale dans ce marché-là. Et en l'occurrence, ça va plutôt être le sujet qu'on va traiter dans notre deuxième point, qui est la flemme au travail. Mais je pense que plus largement, au niveau générationnel, je pense pas que notre génération soit plus flemmarde. Je pense que c'est juste que on a moins de sens à ce qu'on fait. Oui, ouais, je vois. En tout cas, ça a moins d'importance pour nous. C'est pas qu'on a moins Absolument. de sens, c'est que encore une fois, c'est parce qu'on a le luxe de pouvoir se le permettre. Et oui, c'est ce que j'allais dire. C'est parce qu'on doit faire plus l'effort de se poser la question et de trouver le sens qui nous plaît. En tout cas, quand tu n'avais pas le choix et qu'il fallait aller bosser et que de toute façon tout était tracé et les moyens de faire d'autres choses t'étaient complètement fermés parce que c'était une société qu'il fallait avancer, etc. Parce qu'on était soit entre deux guerres, soit une société en guerre, soit l'après-guerre, reconstruction, et les parcours de vie étaient beaucoup plus, cloisonnés. Oui, tu avais moins le luxe, comme tu dis, de te dire est-ce que je suis vraiment accompli et est-ce que ça me plaît vraiment. Alors, il y a des gens qui ont trouvé depuis le début leur passion. Oui. Mais justement, il faut, et ça va faire une bonne transition sur la flemme au travail, il faut décorréler le sentiment d'oisiveté et de flemme générale qu'on peut avoir de plus en plus. Et je pense que le Covid est arrivé et a rajouté une couche dessus. On connaît des gens très proches de nous qui ont pris du plaisir à être enfermés dans une sorte de cocon, à rester plus chez soi, à du coup avoir moins de sociabilité, etc. Et ça Combien leur a de Français ont fait leur pain ? Combien de Français ont fait leur pain ? Ouais. J'avoue. Faut vraiment avoir du temps. Et pourtant, les boulangers. Ça prouve qu'ils n'ont pas la flemme. Tu vois, ils veulent faire des trucs. Est-ce que tu crois, je fais une petite parenthèse, est-ce que tu crois que le fait que la baguette soit devenue au patrimoine mondial de l'UNESCO, c'est parce que le Covid et les gens qui ont commencé à faire leur pain à la maison, ça a fait peur aux boulangers ? Ça a fait peur au lobby de la baguette. Mm-hmm. Ouais, peut-être. Bonne réflexion. Il y a peut-être un complot derrière ça. Ça sera le thème de notre mois prochain. Non, je rigole. Et je te propose qu'on finisse cette partie-là avec un dernier chiffre que je n'ai pas pu placer jusque-là et qui va plutôt dans ton sens en réalité. C'est qu'en 2021, il y a 17% de canapés en plus qui ont été vendus par rapport à 2020. Ça, c'est très bon. Ça va de mon côté et vive les canapés. Avant de parler de la flemme au travail, moi je pense que ça rejoint, comme tu dis, ça rejoint quelque chose que je disais, la survente de canapés, c'est que comme on tend de plus en plus vers une société de l'individualisme, on a de plus en plus de nouveaux modèles de foyer et le nombre de personnes par foyer, ça c'est un chiffre qui est tombé en 2019, le nombre de personnes par foyer a été grandement réduit sur les 30 dernières années. C'est-à-dire qu'on a de plus en plus de foyers individuels ou de foyers avec très peu de personnes dedans parce que je pense que les gens se recentrent sur eux. Il y a aussi une évolution. Se recentrent ou se replient
repli peut-être au Covid, recentré avant, moi je pense. Tu vois, typiquement, là on va partir sur d'autres sujets, donc je vais arrêter là. Mais revenons au travail, mon cher Mou. Oui. Toi, personnellement, pendant ces années de travail, et sans parler, on va dire, on va faire exprès, tous les deux, on va faire l'effort de ne pas prendre en compte les derniers moments de notre vie de travailleur jusqu'à maintenant, où on était plutôt en grosse réflexion, etc. Moi, je parlais plutôt de ton début de carrière, où normalement, tu étais un jeune cadre épanoui, en sortie d'école. Est-ce que tu avais la flemme souvent au travail ? Oui. Oui, j'avais la flemme au travail, mais je le faisais. Et je le faisais et avec enthousiasme une fois que j'avais trouvé la motivation. Et c'est justement ça, je pense, c'est peut-être sur ça que s'appuie mon propos, c'est que je pense profondément être, et malheureusement je vais te donner raison, je pense être un fainéant qui se bouge le cul, et pas quelqu'un d'excité qui a la flemme parfois, quoi. Ouais. Donc, par défaut, mon état de base, c'est d'avoir la flemme. Après, je pense pas être l'exemple à suivre, ni représentatif de quelque mouvement que ce soit, mais je pense que le sens au travail, il est fondamental. On en a déjà parlé pendant notre premier épisode, mais le fait de se dire que j'arrive au boulot le matin, et si je fous rien de ma journée, le soir, et ben il n'y a rien de mal qui s'est passé, au bout d'un moment, c'est une pensée assez angoissante, assez abyssale. C'est-à-dire que quand ça repose pas... En fait, je pense que les postes de cadre, moi en l'occurrence j'étais dans le conseil, et toi aussi d'ailleurs, sont tellement dilués qu'en fait on est des sortes de chefs d'orchestre. Et en fait, si l'orchestre il joue bien, tu peux le faire en sorte à ce qu'il joue encore mieux. S'il joue très mal, écoute, tu peux agiter tes baguettes autant que tu veux, ça fera rien. Et donc au bout d'un moment, c'est un peu usant d'être dans une situation où tu es chef de projet, ton projet tu l'as lancé, tout va bien, et puis ensuite au bout d'un moment ça part en réunion, en PowerPoint et en Excel, et en fait tu le fais une fois, deux fois, trois fois, et au bout d'un moment tu te rends compte que c'est vraiment de la représentation, c'est-à-dire que tu es dans une situation où tu vas montrer que tu fais des choses alors qu'en fait, on s'en fout que tu les fasses ou pas. Alors, moi, je suis tout à fait d'accord avec toi sur la définition des bullshit jobs et sur le fait que tu peux avoir ce sentiment-là. Par contre, ce sentiment, je le trouve très personnel, moi. Typiquement... Alors, justement, pas que, parce que, justement, toujours dans le même article du Monde, d'ailleurs, très bon article, je voyais des soignants qui se plaignent eux-mêmes en disant, mais en fait, nous, on est venus ici pour soigner des malades. Là, aujourd'hui, notre journée se constitue à un pourcentage non négligeable à remplir des Excel pour la direction, pour contrôler les coûts. Et en fait, on n'a pas du tout signé pour ça, et c'est pas ça le sens de mon travail. Exactement. Donc il y a une perte de sens, je pense, qui est même plus générale que ça. C'est-à-dire que je pense que c'est aussi beaucoup lié au numérique. C'est-à-dire que si aujourd'hui tout est automatisé par un ordinateur, et en l'occurrence c'est très bien à plein d'égards, et c'est le concept de Schumpeter qui est la destruction créatrice, donc le fait de dire qu'une activité va forcément à un moment se faire, le terme à la mode c'était disrupter en 2017, mais se faire couper un petit peu sur son fondement parce que y a de nouvelles manières de faire ça qui permettent de simplifier le truc. Et en l'occurrence, si on garde les jobs d'avant, sauf qu'on te met juste une surcouche de digital et que en fait finalement t'as pas trop d'intérêt à être là, et en fait ça pose un problème au bout d'un moment au niveau de l'épanouissement. Je pense que si tu crées et si au final le soir tu rentres chez toi et tu te dis ok, ça a servi, mais pas que à ma boîte, à ma petite échelle, ça a servi à faire un truc à rendre des gens un petit peu plus heureux, à rendre des gens un peu moins malades, ou à rendre des services à des gens au global, déjà c'est cool. Par contre, quand t'es dans une boîte qui moi en l'occurrence, j'avais des responsabilités de chef de projet sur ma première mission de consultant, et pendant cette mission-là, je faisais un outil pour les commerciaux, l'outil tournait, et il fallait le mettre à jour, sauf qu'en fait, au bout d'un moment, tu regardes les stats, tu pousses, tu communiques, etc. Mais en fait, tu avais 50 pélos qui l'utilisaient. Au bout d'un moment, tu pousses, et bien au bout d'un an, 2 ans, 3 ans, au bout de 2 ans, tu te dis, de toute façon, l'outil, il s'en fout, il l'utilise pas, moi, je suis payé à faire ce que je fais, je lance 2-3 autres, j'avais 2-3 autres projets, mais au final, j'étais pas occupé à 100%. Oui, alors, ok, selon moi, il y a deux... Et j'avais la flemme. Oui, il y a deux, mais il y a 2 points qui sont
qui sont pour moi qui peuvent rentrer un peu en conflit, mais surtout qui sont à décorréler dans tout ce que tu viens de dire. Le premier, c'est que c'est un sentiment qui est très personnel, individuel, ce que tu dis. Sur les bullshit jobs, je suis d'accord avec Je toi, pense que c'est mais juste faut une pas... capacité de prise de recul. Oui, il y a plein de gens mais toi dans tu notre prends du entourage. recul avec tes capacités à toi. Moi, je connais des gens pour qui tout ce que tu m'as décrit, on va prendre même pas ce que tu m'as décrit exactement toi, on va prendre un job de chef de projet cadre, pas trop chargé, tu vois, où il a genre 3-4 réunions par semaine et un PowerPoint. Oui, il y en a à plein, faire. ils sont sûrs d'être sous l'eau et d'être. Il y a des gens, hyper voilà, utiles. il y a des gens Ouais, pour qui d'accord. ça va être un effort absolu de faire ce job-là. Nous, toi, tu l'as ressenti comme je fais pas grand-chose et clairement, je suis pas du tout chargé Et tout le monde est content. et tout le monde est content. Mais du coup, ton sentiment, si tu veux, de rapport à l'effort et ton sentiment du coup de flemme, parce que la flemme, faut le rappeler, la paresse, c'est quelqu'un qui répugne à l'effort, est forcément moins impacté. Typiquement, moi, si mon job, c'est de faire ce genre de choses, j'ai des capacités assez fortes à l'oral, faire des réunions, j'adore ça, même pas préparé, et faire des PowerPoint, ça me demande pas beaucoup d'efforts parce que j'ai l'impression de faire un Lego. Mais quelqu'un qui n'est pas habitué à utiliser des outils PowerPoint, qui a du mal et qui se stresse à l'oral, qui a besoin d'avoir tout préparé, etc., pour la même charge de travail, je peux te dire qu'il ne va pas trouver qui. C'est très vrai ce que tu dis. Donc C'est vrai que c'est très vrai ce que tu C'est dis. pour ça que ça peut être qu'un rapport personnel. Ça, c'est la première chose. Par contre, la seconde chose, c'est-à-dire le sens, et c'est pour ça que je décorrèle les choses, le sens, je pense que tu as très raison. C'est-à-dire que ce qui aujourd'hui fait On va encore se faire critiquer parce qu'on est d'accord, Booby. qu'on est paresseux. Non, mais moi je suis pas d'accord sur le fait qu'au travail, si tu veux, moi je pense que la flemme au travail c'est très bien. Je vais l'expliquer après. Mais quand tu m'as Oui, dit tu rejoins Bill quête Gates, de quoi. sens, alors oui, voilà. Et puis quand tu m'as dit quête de sens, là la quête de sens c'est très important parce que justement aujourd'hui, c'est ce qui va manquer à la plupart des gens qui s'estiment feignants au travail, etc. C'est que leur job ne leur apporte plus. Je pense qu'on est trop, on est trop en attente de quelque chose et il y a des gens qui se satisfaisaient très bien d'un job qui rapportait juste de l'argent et qui ça leur permet de faire des trucs à côté, qui s'estiment pas du tout feignants. Maintenant, il y a de plus en plus de gens, et tu l'as cité, dans des métiers où on n'avait pas l'habitude de l'entendre, chez les soignants, chez les enseignants, par exemple. Moi, ça ne me viendrait jamais à l'esprit de traiter, moi qui ai travaillé avec la petite enfance, qui est une famille d'enseignants, je veux dire que jamais ça m'arrivera à l'esprit de traiter un enseignant de feignant. Parce que gérer une classe de 30 gamins, Mais clairement. 150 jours dans l'année, Clairement. même 200 jours dans l'année, c'est l'inverse de la fainéantise. Il faut être là tous les matins à 8h, il faut être dispo et présent tout le temps. Et pourtant, s'il y a bien un job Qui est critiqué. qui ouais. est critiqué, qu'on a traité de feignant, j'ai l'impression, moi depuis que je suis né, mais j'ai même l'impression depuis les années 50, c'est bien les fonctionnaires et les enseignants, parce qu'ils ont plus de vacances que les autres. Donc tu vois, il y a un rapport à la fainéantise qui, déjà moi, que je comprends pas trop, et pourquoi, selon moi, c'est important, et il faut pas que lutter contre la flemme au travail, c'est en effet plutôt école Bill Gates. Moi, je dirais même, genre, mais allons-y. Moi, je suis pour encourager la flemme au travail. Pourquoi ? Parce que la flemme va va t'obliger, parce que ton travail, il va falloir que tu le fasses. Alors, à part si vraiment t'es un job sous-marin où, au final, comme tu dis, tout le monde est content, quoi que tu fasses, et même quand tu fais rien, tout le monde est content. Malheureusement, il y en a trop, des jobs comme ça. Et ça, c'est un autre sujet, mais c'est peut-être un problème de nos sociétés aujourd'hui, et des gros groupes notamment. Mais dans une petite structure, Bill Gates a raison. Moi, je ne prendrai que des flemmards parce que le flemmard, il va, en tout cas, un flemmard qui va bien quand cadré. même. Non, un flemmard, mais même pas bien cadré. Un Si, flemmard bien qui cadré va parce rendre- que typiquement aujourd'hui, il y a un gros mouvement, et en l'occurrence c'est le cas en France, mais ça vient à la base des États-Unis, c'est le silent quitting. Je crois qu'on a déjà Oui, parlé on en un a petit parlé, peu. ouais. Mais c'est le principe, c'est de dire, en fait, je ne réalise que ma fiche de poste. Donc j'ai été recruté pour ça, je fais ça, et je vais pas sortir du cadre de ce qu'on m'a demandé. Donc on est sorti un petit peu de cette pensée des années fastes, des années 70, 80, même pendant les années 90, ça continue un petit peu, mais ce côté méritocratique, si je me défonce, je vais y arriver, et je pense que nous, on a compris que ça marchait pas, ça. Oui, mais même dans ces années-là, les gens. Alors oui, je suis d'accord avec toi, mais dans cette année. Et on l'a vu, nous, on a vu des managers dans des boîtes qui, tu te demandes ce qu'ils foutent là. Ouais, Et tu sais juste clair. qu'en fait, ils sont compétents en termes politiques, mais pas du tout en termes techniques. On En va dire termes, non. non, mais vraiment, mais on l'a tous vu, je Je pense. rigole, on l'a les- tous vu. En tout cas, dans les grosses boîtes, c'est très souvent le cas. Et alors que tu as des gens qui sont ultra brillants, mais qui sont trop précieux à leur poste, donc on va pas les faire monter.
Complètement. Non, mais ça, c'est des Du coup, je pense que dysfonctionnements. justement le silent quitting, ça va clairement dans ce sens-là, dans le sens de dire, c'est pas forcément de la flemme, c'est de dire, en fait, c'est pas 100% de mon intérêt n'est pas à faire une grande carrière. La notion de carrière et de faire en sorte à ce que ton patron il soit très très content de toi. Non, mon patron il m'a embauché pour cette mission-là, je la réalise. Et si j'ai fini à 9h15 en étant arrivé à 8h30, tant mieux pour moi. Mhm. Non, mais moi, exactement. Mais voilà, tant mieux pour toi. En fait, moi, je vois ça. Alors, je vois ça peut-être un peu trop simplement, mais le travail, comme toute autre chose, c'est une histoire d'input et d'output. En tout cas, de données d'entrée, pour faire mon français, de données d'entrée et de résultats attendus à la fin. Moi, en tant que patron d'entreprise, au hasard, je recrute Mou. Mou, je te dis, ton travail, ta fiche de poste, c'est de me donner ce résultat. Alors, bien sûr, il faut un peu cadrer, comme tu l'as dit, avec une deadline, un temps, etc. Si je t'ai donné une semaine pour me rendre ce résultat, si le résultat que tu m'en rends m'a satisfait, qu'est-ce qu'on en a à faire de savoir si ça t'a pris 1 heure, je t'ai demandé de me le rendre le vendredi soir, si ça t'a pris 1 heure le vendredi à 16h de le faire, ou si tu l'as fait le lundi matin en 2 heures, ou si ça t'a pris toute la semaine. En fait, moi, si tu veux, c'est quelque chose... Et c'est pour ça que je reviens sur c'est pas une culture de l'effort qui est problématique, c'est-à-dire que notre culture de l'effort est pas moins grande que les générations précédentes, du coup. Oui, mais en fait, moi, ce que j'en ai marre... C'est juste qu'on fait avec moins d'efforts la même chose. C'est juste, dans ce cas-là, demandons-nous plus. Oui, alors non, parce que demandons-nous plus, on va rentrer dans un schéma qui est un peu pervers. Non, mais plus ou mieux. Tu vois, ce que je veux dire, c'est. Ouais, mais en fait, justement, alors là, on rejoint un petit peu ce que je disais tout à l'heure sur le contexte qui ne nous aide pas, mais on n'a plus de vision aujourd'hui. C'est-à-dire que moi-même qui suis plutôt pessimiste et plutôt on va dire dans une fibre écologique forte et qui me dit que en fait là ce serait bien qu'on fasse une pause à l'échelle globale et qu'on se dise ok, on arrête en fait de produire nos merdes, on arrête de tout le monde dans les canapes et on tout le monde dans les canapes et puis on mange des pâtes. Enfin tu vois, c'est sans faire bouillir l'eau jusqu'au bout. Sans faire bouillir l'eau jusqu'au bout, évidemment. Mais du coup, ce point-là, je pense, est assez important, c'est de se dire que si on arrive à faire mieux, pourquoi est-ce qu'on s'en priverait ? Oui. Et justement, je pense qu'on ne nous demande pas assez d'intelligence pour moi, et on nous demande trop de faire des trucs bêtes et méchants. Non, oui, alors, peut-être. Moi, en tout cas, dans les boulots de cadre. Et c'est ça, moi, je pense que le gros paradoxe qu'on a aujourd'hui dans notre société et surtout au travail, c'est que, alors, on a en quelque sorte accepté qu'on était une société hyper individuelle, notre société de surconsommation et de recherche à tout prix de la croissance et on va dire des idées libérales de plus en plus, surtout dans les pays occidentaux, fait qu'on est une société de l'individualisme. Mais on ne peut pas s'empêcher de juger et d'analyser le travail des autres, en tout cas en entreprise, à travers notre propre spectre. Ce que je veux dire, c'est que moi, je sais, j'en ai parlé avec mes anciens collègues, il n'y a pas si longtemps que ça, parce que j'ai toujours des très bons contacts avec mon ancienne entreprise. Il y a des gens qui paraissent feignants pour d'autres gens au travail. Et du coup, on va reprocher à cette personne de flemmard. Sauf que quand tu creuses un petit peu, là, comme tu dis, le résultat de leur travail, en tout cas ce qui est attendu d'eux, ce qu'il y a sur leur fiche de poste, etc. Tout est fait. Souvent bon, c'est fait. Ils le font juste pas de la même façon que toi. Et toi, tu te permets de leur juger parce que tu es peut-être leur patron ou leur manager ou leur collègue en te disant il travaille pas comme moi, en tout cas il a l'air de faire moins d'efforts que moi, donc c'est plus un feignant. Et moi c'est ça en fait Je suis d'accord avec toi, et c'est un peu la culture d'entreprise, la culture du présentéisme, de dire si tu pars à 17h30 parce que tu dois aller t'as un rendez-vous médical, t'as quand même toujours un collègue, ça existe encore en 2022, un collègue qui va dire t'as pris ton après-midi. Exactement. Moi je vais redonner un exemple. C'est dingue. Je vis avec 2 personnes et je sais qu'on n'a pas du tout les mêmes façons de fonctionner en entreprise.
Moi, par exemple, je suis quelqu'un qui aime bien, comme tu dis, le présentéisme politique, faire le tour des bureaux, aller parler aux gens, serrer des paluches. régler les choses comme ça dans les bureaux, à l'oral, etc. Je suis pas du tout à utiliser les mails, les chats, etc. Et tout. Je vis avec 2 personnes qui, elles, sont plutôt dans l'inverse, qui, si elles pouvaient travailler en télétravail full Teams, full, on est efficace, on a des trucs à rendre, les livrables sont livrés et je les fais comme je veux de chez moi, en tout cas à mon rythme. Alors, je sais qu'on est très différents là-dessus, mais par exemple, ma façon de faire à moi demanderait un effort à mes colocs s'ils étaient obligés de faire comme moi, c'est-à-dire d'aller dire bonjour à tout le monde, de faire de faire de la politique comme ça leur demanderait un effort de fou. Du coup, qu'est-ce qu'ils feraient ? Ils maximiseraient leur réflexion pour avoir pas à le faire. Comme moi, à l'inverse, devoir écrire toutes mes requêtes, toutes mes idées bien propres, machin et tout, me demanderait un effort de fou. Et du coup, en tant que bon feignant, je chercherais à optimiser ça et pas le faire. Donc, tu vois, il y a selon moi, ce paradoxe-là, il est à la base de tout. Oui, on est tous des animaux feignants. On est tous le flemmard de quelqu'un. On est tous le flemmard, exactement. On est tous le flemmard de quelqu'un. Et avant de se demander est-ce qu'on est tous paresseux, il faut se demander, attends, qu'est-ce que moi j'estime comme être de la paresse ? Et je pense que ça va être un bon transfert sur notre dernière partie qui est la plus importante. Est-ce qu'il faut lutter contre la paresse en général ou contre sa propre paresse ? Eh bien, écoute... c'est une bonne question. C'est une bonne question. Partons là-dessus. Faut-il lutter contre la flemme ? Je vais commencer et je vais te dire que pour moi, oui, il faut lutter contre la flemme parce que je pense que la flemme, c'est avant tout un vide. En fait, c'est le manque d'un sens, d'un but. C'est-à-dire que je pense qu'on est un peu désœuvré si on a la flemme. Et en l'occurrence, je pense que je parle plus de la fainéantise que de la flemme, parce que la flemme, pour moi, c'est quelque chose de transitoire, d'un petit peu... À des moments, tu as la flemme de faire un truc, c'est pas grave. Je pense que la flemme comme étant un mouvement de fond, là, c'est problématique. Si tu as la flemme de tout le temps, si tu es fainéant, il faut lutter contre ça. Je pense qu'il faut lutter contre ça à 2 échelles. À son échelle personnelle, en se mettant un coup de pied au cul, pour résumer le truc. Donc, pas forcément pour faire des trucs, mais pour au moins chercher des choses qui nous plaisent, des choses qui nous encouragent à sortir de cet état-là un peu léthargique. Mais c'est peut-être lire un bouquin, c'est peut-être, ça peut être regarder Netflix, ça peut être... Pour moi, ça, c'est pas forcément de la paresse que de faire ça. Si ça t'apporte quelque chose, si ça te nourrit, pour moi, c'est déjà une bonne chose. Et donc, ou jouer à un jeu vidéo. Hein. Du coup, tu viens de me rassurer. Du coup, j'ai jamais été feignant, en fait. Finalement. Non, mais pour moi, la flemme, c'est vraiment d'avoir envie de rien. C'est limite un état dépressif, quoi. Le fait de pas vouloir faire un truc qui soit productif et qui soit utile à la société, enfin la société s'entend, hein, la société pour laquelle tu travailles la plupart du temps, je pense pas que ça se soit de la flemme. Je pense que là, et c'est là où il faut lutter contre la flemme à l'échelle globale, c'est qu'il nous faut une vision, il faut qu'on se dise, ok, collectivement, tous ensemble, c'est vers là qu'on veut aller. C'est vers des hôpitaux qui soient un petit peu plus dignes, c'est vers une éducation nationale où il n'y a pas 45 élèves par classe, et donc c'est peut-être des objectifs communs, c'est un monde un peu plus écologique. Alors là, en l'occurrence, oui, tu vas me dire, je suis en train de d'écrire un programme de gauche. C'est peut-être vrai, mais à la limite, si c'est une vision un petit peu plus qui a des choses qui me plaisent moins, mais vers laquelle on accepte collectivement d'aller et de se dire, ok, collectivement, on va faire en sorte on est à ce point A aujourd'hui, on va aller vers le point B aujourd'hui. Je vais dire un gros mot politique aujourd'hui, la planification. Si on se dit, tiens, pour le coup, ça a été la politique, par exemple, de Gaulle. Donc, on va pas me taxer de communiste pour ça. Si on décide collectivement d'aller vers une direction et qu'on se met tous d'accord pour ça et qu'on y va ensemble, je pense que peu de gens auront la flemme finalement, parce que tu as cette vision de dire, par exemple, imaginons, tous les Français pourront être propriétaires de leur appartement à horizon 2050, avec des appartements qui seront labellisés verts, qui auront une superficie qui ne sera pas honteuse, des conditions de logement qui ne seront pas honteuses et qui sont décentes pour tout le monde. Je pense que si on se met tous d'accord pour ça,
Alors évidemment, il y aura toujours des gens qui vont pas être d'accord, notamment C'est ce que ceux qui j'allais ont dire. plusieurs appartements. Ça va pas plaire aux bourgeois multipropriétaires Exactement. de Airbnb. Mais à l'échelle sociétale, si on se met un objectif comme ça et que tout le monde est d'accord, enfin tout le monde est d'accord, que la majorité est d'accord, que la majorité démocratique est d'accord, et ben je pense que les gens vont de fait sortir de cette flemme parce que tu as un objectif, tu as un but. Tu te dis, bah, si je bosse correctement, pour 100 000 balles, j'aurai un logement décent. Alors, ok. C'est un exemple, hein, C'est un très bon exemple. c'est Ça me une fait vision. réfléchir un peu sur moi, ma vision qui était un peu. Moi, ça me fait. Enfin, ce que tu dis là, ça me fait réfléchir justement sur ma vision qui était plutôt. Il ne faut pas lutter contre la flemme parce que la flemme, au final, peut être moteur de beaucoup de choses. Après. Oui, il faut savoir ce que tu mets, tu l'as très bien dit, il faut savoir ce que tu mets dans la fainéantise. C'est-à-dire que moi, je suis très oisif, c'est-à-dire que j'adore je pourrais rester des jours et des jours entiers à juste consommer, donc lire, regarder des vidéos et jouer. J'aime pas trop le terme et jouer aux jeux consommer vidéo. pour dire. Oui, non, mais je veux dire vidéo et lire. à m'enrichir, si tu préfères, à m'enrichir de nouvelles choses. Et je pourrais passer, c'est-à-dire que moi, ça fait toujours rire et souvent j'en parle à mes amis, à ma famille. Je suis quelqu'un qui ne s'ennuie jamais. J'ai cette chance-là de très peu connaître l'ennui à partir du moment où j'ai Internet, voire même quand j'ai pas Internet. Une feuille, un papier, un papier et un crayon, j'ai du mal à m'ennuyer. Ouais, non, mais j'ai du mal à m'ennuyer. Genre, je connais pas l'ennui. Par contre, tu mettrais une caméra et tu me regarderais faire, je pourrais passer pour un feignant. Parce que, en effet, la plupart de mes occupations, en tout cas quand je suis chez moi, sont très oisives. En tout cas, ne demandent aucun effort et aucun travail à part cliquer sur une télécommande ou ouvrir un bouquin. Ok, je suis d'accord avec toi qu'il y a peut-être quelque chose à réfléchir du côté de la globalisation et du côté de recentrer des objectifs communs pour justement avoir moins la flemme. Après, il y a quelque chose pour lequel moi je serai toujours un défendeur de faut pas combattre la flemme, mais plutôt fonctionner avec, en tout cas sa flemme, et c'est très important pas la flemme en général, mais sa propre flemme, il faut l'accepter, il faut comprendre. Moi, il y a quelque chose que j'ai trouvé très important, j'ai écouté un podcast tout à l'heure qui disait que la flemme est souvent, très 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 souvent chez les gens, en tout cas corrélée à un sentiment on se sent mal après. C'est-à-dire que j'ai eu la flemme de faire cette chose-là, mais je savais que j'avais La culpabilisation. la culpabilité, merci, c'était le mot que je cherchais. En fait, et ça, si tu veux, c'est sûr qu'il faut le combattre. Si tu as la flemme, Tu dis donc que tu fais faut pas des combattre choses. la flemme qui t'entraîne à ça, ou combattre le sentiment de culpabilité? Non, il faut combattre le sentiment de culpabilité, Ah. ou alors il faut se poser, en tout cas le combattre. Il faut se poser la question de pourquoi je l'ai ce sentiment de culpabilité. Est-ce que c'est parce que la chose. Oh, j'ai encore pas payé mes impôts. Ouais. Non, là, c'est plus problématique. Non, mais est-ce que c'est parce que la chose que je devais faire et du coup que j'ai repoussé à demain ou que je n'ai pas fait par flemme était très importante pour moi? Et est-ce que du coup le bonheur que j'ai retiré à ne pas le faire parce que j'avais pas envie de faire l'effort compense Une sorte d'optimum, finalement. Exactement. Compense le bonheur que j'aurais eu à réaliser cette tâche. Et souvent, rien que de se poser cette question-là, ça répond à la question. Et si on doit le faire, on se bouge le cul, on le fait et on se sent mieux après. Ok, je suis d'accord. Mais tu as beaucoup de gens qui se sentent mal parce qu'ils n'ont rien fait. Mais quand tu leur poses la question, mais t'aurais fait quoi pour te sentir mieux? Qui vont te répondre, je sais pas. Oui. Enfin, tu vois qu'il n'y avait pas la flemme qu'il faut combattre. Mais je c'est la connais le flemme. problème de près. Ouais, voilà. C'est la flemme précise, la flemme qui te crée ce sentiment-là et auquel tu peux trouver une réponse. Typiquement, je devais faire ma déclaration d'impôt, ou là, tu vois, j'ai ma déclaration de taxe d'épargne entreprise, là, je sais pas quoi et tout. Je dois Ouais. la faire là depuis 3 jours. Je sais qu'à un moment, Mais c'est quand la deadline? ça va me rendre. Ouais, la deadline, c'est en janvier, j'ai le temps. Oh, bah, c'est Voilà. bon. Non, mais voilà, je sais qu'à un moment, si je le fais pas jusqu'au bout, je vais m'en vouloir. Donc, je vais devoir le faire. Par contre, moi, je connais de plus en plus de gens qui disent « Oh, j'ai la flemme » ou ils sont oisifs et qui se sentent mal d'être oisifs, mais ils savent pas pourquoi. C'est-à-dire que c'était pas dans un but précis ou dans des choses comme ça. Typiquement au travail. On a un collègue à nous. Mais c'est le désœuvrement, finalement. en commun, exactement. C'est un peu le Qui- désœuvrement. avait un job, un job de cadre, très bien payé, etc. et tout, mais qui trouvait qu'il n'avait pas assez de tâches Oui. et ça le bouffait.
Oui, Ça le clairement. bouffait. Je me rappelle en avoir parlé avec lui et lui dire mais du coup, tu as le temps pour faire plein de choses. Enfin, pendant tes journées, Oui, tout le où monde t'as est pas content. grand-chose à faire, du coup, voilà, tout le monde est content des de ce que trucs, tu quoi. fais. Donc, je sais pas, lis des articles, écris un bouquin, joue, lit. va faire du sport ouais. entre midi et deux, vu que tu as 3 heures de pause entre midi et Mhm. deux et que tu estimes que tu n'as rien à faire. Et tu vois, il n'arrivait pas à se motiver à faire ça le bloquait. Et par contre, il s'en voulait de ouf de ne pas faire grand-chose. Et du coup, il s'enfermait dans une sorte de Le cercle vicieux. Ouais, exactement, de cercle vicieux un peu chiant. Et moi, je pense que c'est ça qu'il faut combattre. Il ne faut pas combattre sa flemme, parce que la flemme, ça fait du bien. Et surtout, il ne faut pas oublier qu'on va tous finir par crever, les copains. Du coup, essayez de profiter du mieux que vous pouvez sans faire du mal, bien sûr, aux autres et à votre entourage. Hein, c'est le premier truc. Mais essayez de profiter tant que vous pouvez de la vie et de ce qui vous fait plaisir. Et si ce qui vous fait plaisir, c'est de rien faire, faites-le à 100%, sans jamais vous sentir mal d'avoir rien fait. Et je trouve que ça, tu vois, c'est combattre l'image que la société nous fait avoir de notre flemme. Tu vois ce que je veux dire ? C'est comme tu dis, on est dans une société de productivisme à outrance. On est dans une société où il faut travailler, Et du coup, je vais faut gagner citer, de l'argent. en l'occurrence, mon épouse, qui me posait cette question-là. Est-ce que la flemme, c'est pas justement libérateur dans une société productiviste ? C'est de se dire, en fait, là, c'est une sorte d'acte pas de rébellion, mais un pas de côté, en disant, en fait, je veux plus être dans cette roue-là, de vouloir aller au taf tous les jours et de bosser. Et tu vois, typiquement, je pense que tu as connu ce truc-là avec des potes, le soir, tu te retrouves et t'as un concours de celui qui a bossé le plus cette semaine. De dire, non, mais moi, cette semaine, lundi, j'ai fini à 20h, mardi, j'ai fini à 21h. L'autre, il fait, oh non, mais toi, t'as eu des petites journées, parce que moi, j'ai fini à 22. Enfin, tu vois. Ouais, exactement. Et Exactement. je pense que c'est un pas de côté par rapport à ça et ce côté aussi profiter le plus possible, partir tous les week-ends en week-end. En fait non, il y a un moment où j'ai juste envie d'être chez moi et je suis bien. Exactement. Et c'est pas grave. Et c'est pas grave. Et surtout, il faut, si tu arrives à te définir par ça et à en être, j'allais dire, à le défendre, moi ce que j'ai le problème. Le revendiquer même. Exactement. Le plus gros problème que j'ai moi avec la société actuelle, c'est ça, c'est que malgré le fait que, on l'a vu, hein, les chiffres tout à l'heure sont assez parlants, en 2021, il y a plus, le travail est très important dans la vie de plus que 24% des personnes. C'est-à-dire que tu as plus de 70% des personnes, 75% des personnes Qui ne se définissent plus uniquement par par leur leur travail. Et pourtant, en tout cas, moi, je le vis encore aujourd'hui, quand tu sociabilises, quand tu sors, etc. Si tu n'as pas de travail, il y a tout de suite un petit... T'es un peu ostracisé. T'es un peu ostracisé, exactement. Ouais. C'est-à-dire que, un très très bon exemple, je me suis plongé, j'ai fait un travaux pratique pour cet épisode. Je suis allé à une soirée d'entreprise, à une soirée de Noël de mon ex-entreprise. J'avais été invité, j'y étais vendredi dernier. Et du coup, je savais à quoi m'attendre en y allant, forcément, ayant arrêté de travailler dans cette entreprise il y a 6 mois. Et tu fais quoi de tes journées, du coup ? Et qu'est-ce que tu fais de tes journées ? Alors, ce qui tombe bien, c'est que j'avais énormément de choses à dire. Parce que moi, je trouve pas que depuis 8 mois que j'ai arrêté de travailler, je ne fais rien. Je suis cofondateur d'un podcast extraordinaire. Tout à fait. Mais entre autres, en tout cas, j'ai fait plein de choses de mes journées, à tel point que j'ai pas vu le temps passer. Ça fait déjà 6 mois que je fais autre chose qu'un travail en CDI, et je vois pas le temps passer. Et je m'estime pas du tout inactif. Et pourtant, je vois bien que la société, en tout cas la vision des gens, mais c'est pas forcément la leur, hein, c'est plutôt la vision qu'on nous oblige à avoir, elle est tout de suite réductrice. C'est-à-dire que si tu ne travailles pas, en tout cas, donc, tu ne fais rien. C'est-à-dire que... tu n'es pas utile et tu n'es pas exactement. Un élément valorisable de la société. Mais moi, ce qui m'attriste de fou, et je pense que ta compagne avait raison là-dessus, c'est que, en fait, si on continue dans leur logique, ça veut dire que quelqu'un pour qui son travail représente aucun effort, c'est le bonheur absolu. Et je vais prendre un exemple très simple. La seule personne que je connais qui est comme ça, c'était ma grand-mère. Ma grand-mère, elle m'a toujours dit, elle était maîtresse, et elle m'a toujours dit que son travail était sa première passion, que ça lui demandait aucun effort d'aller au travail, ça qu'elle donne était envie. Heureuse. Donc ça veut dire que c'est une personne qui est feignante, qu'elle ne fait que ce qui lui plaît. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Oui, bien sûr. Et je vois, en fait, on récompense un peu la souffrance de l'effort. C'est ça. C'est un peu genre, tu ne souffres pas, donc
n'es- tu travailles pas vraiment, et puis presque c'est pas bien en on te fait fait. poser les malheurs de la société dessus. Oui. C'est-à-dire sans prendre le côté social, l'assurance chômage, l'âge de la retraite, tous ces Tu ne trucs-là. souffres pas assez pour être C'est ça. utile. C'est ça, c'est exactement ça. C'est si tu profites de ton confort, de ta finance, de chez toi, etc. Enfin, on te le reproche comme si tu faisais du mal à la planète. Et je vais rebondir une dernière fois. C'est pour ça que je dis. Mais souvent, c'est un constat qui touche le commun. C'est-à-dire qu'on ne fait pas trop cette réflexion-là aux rentiers, par exemple. Non, exactement. Parce qu'ils sont riches. Parce qu'ils ont ils sont déjà arrivés, entre guillemets. Exactement. Et on va pas les traiter de au niveau feignants. social. Hein. On Ouais. va pas les traiter de fainéants. On Non, va pas les ils traiter de sont feignants. rentiers. Bah Ils non. prennent des risques, tu comprends, avec leur argent. Non, mais tu vois, genre. Alors que ta grand-mère qui est maîtresse et qui dit qu'elle n'a jamais travaillé un jour de sa vie parce qu'elle adore ça, les enseignants, ils sont tout le temps traités de feignants. Exactement. Non, mais tu vois, il y a des choses, et je vais. D'ailleurs, ça me rappelle un débat qu'on pourra avoir aussi à un moment. C'est, tu sais, la pression sociale quand tu as la vingtaine de sortir. Moi, j'en parlais, j'en ai déjà évoqué avec des amis un peu plus jeunes, où je prends l'exemple, par exemple, de ma petite sœur, qui a 5 ans de moins que moi, et qui, contrairement à moi, n'était pas du tout fan de sortir en boîte de nuit, etc. Elle avait une vie sociale extrêmement remplie, mais en tout cas, elle sortait pas spécialement le soir pour aller se bourrer la gueule dans les bars ou pour aller danser. Et moi, je me rappelle que dans la vingtaine, dans nos jeunes années, tu avais une sorte de pression sociale, et si tu étais celui qui sortait pas, parce que tu n'aimais pas forcément ça, par choix, j'entends, tu avais tout de suite cette image de « c'est pas bien » ou C'est quelqu'un de pas drôle. Ouais, t'es pas à ta place dans la société, etc. Et c'est pour ça que je défendrai toujours les joueurs de jeux vidéo, et c'est la dernière chose que je vais dire, c'est que pour moi, quelqu'un qui optimise son rapport tant d'efforts, tant de non-effort, de plaisir, si on peut appeler ça, est pas forcément un feignant. C'est même tout l'inverse d'un flemmard. Et les gens qui disent que... Alors, ce qui m'embête avec ça, c'est que, et en l'occurrence, je n'ai pas réfléchi à la question, donc je le balance comme ça, c'est que là, je me rends compte que tous les deux, on oppose un peu effort et plaisir depuis tout à l'heure. En fait, c'est la société qui nous oblige à ça. C'est ce que je disais. C'est-à-dire que la société nous fait comprendre que, comme tu l'as dit juste avant sur mon propos, à faire un effort, il faut avoir fait un effort pour avoir sa place dans la société. C'est-à-dire, si tu vis facilement sans faire d'effort et en faisant que ce qui te plaît, t'es regardé bizarrement, sauf si t'es rentier ou Bernard Arnault. Je dis pas que Bernard Arnault ne travaille pas, peut-être qu'il En travaille. fait, Mais, il y a cette notion un peu de il faut le mériter, Ouais, c'est d'être ça. content. c'est ça, il y a une sorte de... Il faut en avoir un peu chié avant quand faut même. en avoir pour, chié, mais j'estime qu'on en a chié. On en chie tous à des moments différents. Il y a des gens qui vivraient très mal d'être En dans fait, notre c'est le circuit de la situation. récompense. En fait, tout Exactement. Oui, mais il y a des gens qui en chient d'être flemmards. On en parlait juste avant. C'est-à-dire qu'il y a des gens, tu les laisses tout seuls chez eux, c'est un cauchemar. Il y a des gens qui ont vécu le confinement extrêmement mal. Oui, et donc, ces gens-là, ils en ont chié. C'est un effort pour eux de rester chez eux, tu vois. Et du coup, c'est ça, c'est ce paradoxe. Moi, Un bisou à mes témoins d'ailleurs qui ont mal vécu le confinement. Ouais, voilà. Alors que moi, je peux vous dire que j'ai très très bien vécu le confinement. Et pourtant, je suis quelqu'un de très sociable. Mon cher collègue peut le dire. Moi, j'adore sortir, j'adore la sociabilité, j'adore la politique. En entreprise, je suis le premier à adorer les représentations, les salons, les meetings, les réunions. Et pourtant, j'ai très 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 bien vécu mon confinement parce que je ne m'ennuyais pas pour un sou. En fait, finalement, la flemme, c'est un peu de ne pas vouloir faire à tout prix. De se dire que si je ne fais pas quelque chose, si je ne suis pas occupé impérativement à faire quelque chose qui est considéré comme valorisant, c'est pas grave, en fait. Bah oui, c'est ça. Genre, c'est pas grave tant que moi, je suis... Et notre place serein n'est pas avec ça. forcément de faire. C'est ça. Et puis après, il faut aussi se rendre à l'évidence. D'ailleurs, il y a une étude que j'aurais dû retrouver là pour la préparation, tant pis, mais c'est une étude qui disait que, en fait, on pensait jusque-là que les fourmis étaient divisées en 3 catégories. Donc, tu avais celle qui s'occupe d'aller chercher à manger, celle qui s'occupe de défendre et celle qui s'occupe de l'arène. Et en fait, il y a une 4e catégorie qui est les oisives. Il y a des fourmis qui ne font rien. Je vais taper. Yes. Tout de suite là, article de 2015 de 20 minutes qui dit que les fourmis ne sont pas si travailleuses finalement. Je vous encourage à aller le lire.
Sur 255 fourmis étudiées, il y en a seulement 152 qui ont vaqué à des tâches diverses et il y en a donc une centaine qui n'ont rien foutu. Et c'est une société quand même plutôt évoluée, les fourmis, qui a des fonctionnements très clairs, etc. Et il y a une place pour l'oisiveté pour certaines fourmis qui ne foutent rien et qui sont juste là, en gros, c'est des remplaçantes, quoi. Si jamais il faut, on fera, mais c'est pas grave si on fait pas. Tant que le monde tourne, finalement. Exactement. Je pense qu'on peut quasiment finir sur ça. Moi, il y a un article dont j'ai pas assez parlé dans ce débat, mais qui était très intéressant. C'est un article de l'ADN qui parle du Goblin Mode. Oui. Je savais pas trop comment l'apporter, donc j'invite nos auditeurs à aller lire cet article. On vous mettra des sources en description de nos posts Instagram et Facebook. Exactement. En tout cas, le Goblin Mode, c'est du coup la mollesse généralisée, et c'est pas mal d'avoir une réflexion après cet épisode et de lire cet article. Et de nous donner votre avis sur déjà est-ce que vous vous sentez gobelin, et j'en profite pour ce dernier épisode de l'année pour vous dire que pour l'épisode du mois de janvier, nous allons lancer une FAQ sur nos différents réseaux. Donc, si vous avez des questions à nous poser sur la production du Haut et Débat, sur les sujets, peut-être même des idées de prochains sujets, ou sur même nous, des notre questions. vie, notre œuvre, finalement. Exactement. En tout cas, sur tout ce qui vous passe par la tête, n'hésitez pas. Ce sera un plaisir de vous répondre. Sur Instagram, Facebook, Twitter, parce que maintenant nous avons un Twitter hâte d'avoir vos questions. Efficace. Tout à fait. Et même par mail d'ailleurs, duo-et-débat@proton.me. Voilà. Je pense que j'ai un peu la flemme de finir cette émission, mais bon, il faut qu'on le fasse. On fait une conclusion, on a la flemme un peu là. On a un peu la flemme quand même de faire cette conclusion. En tout cas, vous joyeux Noël, bonne année, tout ça quoi. Ouais. Et tutti quanti. Merci à tous, en tout cas, de nous avoir écoutés. On vous dit au mois prochain. On reviendra peut-être d'ici là avec un petit bonus teinté de flémingite et d'oisiveté. Peut-être, si on n'a pas la flemme. Exactement. Passez une bonne journée, une bonne soirée. Et de très bonnes fêtes de fin d'année. Ciao. Bisous.